N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la pratique d'une religion jusqu'au port de jeans moulants, voici 10 choses que vous ne devriez pas faire en Corée du Nord. Depuis plusieurs décennies, les Nord-Coréens apprennent dès leur plus bas âge à avouer un véritable culte à la dynastie des dirigeants de la Corée du Nord. Cette adoration est un devoir fondamental de la citoyenneté et la population est conditionnée à la ressentir et à la pratiquer depuis l'âge tendre. Le dévouement profond que le peuple doit à la dynastie Kim, en général, et à Kim Jong-un en particulier, est matérialisé sous la forme des 10 principes pour l'établissement d'un système idéologique monolithique. Il s'agit d'un code de conduite que chaque citoyen de Corée du Nord doit connaître par cœur et qui vise à assurer l'obéissance absolue des masses. Ces principes ont une valeur sacrée et ils sont profondément ancrés dans l'esprit des Nord-Coréens. Penser en dehors de ce carcan idéologique peut être dangereux. En effet, vous vous en doutez, critiquer le régime en place par exemple est un crime sévèrement puni. Prenons l'exemple d'un journaliste nord-coréen. Sa seule mission est de relayer la propagande du gouvernement et de servir les intérêts du parti dirigeant. Après 15 ans d'exercice, il reçoit des distinctions officielles. Le journaliste nord-coréen se voit obligé d'écrire des articles élogieux sur le régime de Kim Jong-un et de condamner la politique des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. S'il s'avise de quitter sa zone de confort et de remettre en cause le système, alors des ennuis interminables commencent. Et si par chance il n'a commis qu'une petite maladresse, par exemple, en écorchant le nom d'un dignitaire important, il se voit subir une rééducation idéologique au sein d'une organisation destinée à cet effet. En revanche, s'il est soupçonné de dissidence, la police se saisit de lui et le transporte dans une prison où il est torturé jusqu'à ce qu'il avoue son crime. Après quoi, une condamnation expéditive a lieu et le journaliste est envoyé dans les camps de rétention, où il passera probablement toute sa vie. En Corée du Nord, les chrétiens ne peuvent pas exercer leur religion en toute sérénité. Pourtant, la constitution du pays, adoptée en 1972 et révisée maintes fois ensuite, garantit explicitement aux citoyens la liberté de croyance. Cependant, la réalité est tout autre. D'après l'ONG évangélique Portes Ouvertes, la Corée du Nord est depuis 2002 le pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Depuis l'instauration du régime communiste en Corée du Nord, la place du christianisme s'est largement amenuisée. Et cela pour 3 raisons. La première est que le régime associe ce culte au capitalisme occidental qu'il faut combattre. La seconde est que le christianisme est considéré par l'État comme une vision du monde erronée et contraire aux valeurs communistes. La troisième raison est que toute religion est perçue comme une concurrence au culte que l'on doit exclusivement aux dirigeants suprêmes. S'ils souhaitent pratiquer leur culte, les chrétiens doivent se cacher. En 2009, Ri Yong-ok, une femme nord-coréenne et de confession chrétienne, a subi un sort tragique pour n'avoir pas été assez discrète. Cette femme s'était permis de distribuer des Bibles. Or, la possession même d'une Bible et toute marque d'appartenance au christianisme est sévèrement réprimée par le gouvernement. Le prosélytisme, c'est-à-dire la diffusion d'une doctrine pour recruter de nouveaux adeptes, est encore plus cruellement puni. Ri Yong-ok a donc été condamné à la peine capitale puis exécuté en public le 16 juin 2009. Comme un malheur n'arrive pas seul, toute sa famille a été transférée au nord-est du pays dans un camp de rétention. À ce propos, il faut savoir qu'il est très courant que l'entourage familial du condamné soit également interné ou exécuté. En effet, la Corée du Nord croit à la théorie de l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection des individus selon des critères génétiques prédéfinis. Autrement dit, quand une personne commet un crime, ses proches seraient potentiellement aussi des criminels. Ils sont donc tous envoyés dans des camps de concentration. Pour la France, la propriété privée est un droit inviolable et sacré et constitue l'un des fondements de la justice et de l'équité. Pour d'autres pays, la propriété privée est tout simplement inexistante. C'est le cas en Corée du Nord. Si vous êtes nord-coréen et que vous avez acheté une maison, juridiquement, elle ne vous appartient pas. Cependant, dans les faits, c'est comme si elle vous appartenait. En effet, en Corée du Nord, il n'existe pas de titre de propriété, mais il existe quelque chose de semblable. Un certificat de résidence sans date d'expiration délivré par la municipalité. Ce papier est en quelque sorte une preuve d'emménagement. Imaginons que vous avez vendu votre maison et que vous souhaitez en acheter une autre à Pyongyang. La transaction que vous conclurez se fera en dollars, car presque tous les paiements dans l'immobilier s'effectuent dans cette devise. Si vous avez décidé d'acheter une grande maison construite au cours des 20 dernières années, cela pourrait vous coûter plus de 80 000 $. Ce prix pourrait augmenter si la maison est située près des zones commerciales, près des universités ou près des gares. Bref, une fois la transaction réalisée, vous vous rendez avec le vendeur au conseil municipal local. Là-bas, en contrepartie d'un petit pot de vin, des cigares de qualité feraient l'affaire, le fonctionnaire détruira vos anciens documents et vous remettra votre nouveau certificat de résidence. Si, comme on l'a dit légalement, vous n'êtes pas propriétaire de votre nouvelle maison, en pratique, vous pouvez user de tous les droits que procure la propriété effective. C'est-à-dire que vous pouvez réaménager votre maison à votre guise, la décorer, contrôler son accès, en cultiver le jardin comme bon vous semble, et même la louer.
Cependant, il ne faut pas oublier que vos droits légaux sont très restreints et le risque d'une expropriation abusive est réel. D'ailleurs, sur le site Perspective Monde de l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke, on peut voir l'indice de liberté de propriété dans tous les pays, y compris la Corée du Nord. Comme vous l'imaginez, la Corée du Nord est tout en bas du classement, avec d'autres pays comme Cuba ou la République démocratique du Congo. Cela signifie que dans ces pays, la propriété privée est inexistante, que l'État peut vous déposséder de votre bien et que la corruption est prépondérante. En 2010, l'équipe nationale de football de Corée du Nord s'est qualifiée pour la première fois depuis 44 ans à la Coupe du Monde qui devait se dérouler en Afrique du Sud. Contre toute attente, la Corée du Nord, menée par le sélectionneur Kim Jong-un, avait réussi à obtenir une place parmi les autres pays asiatiques. Kim Jong-un, devenu très populaire dans le pays après cette qualification, avait donc pour mission de préparer son équipe à disputer les 3 matchs de la phase de groupe. Des matchs amicaux ont donc été organisés en France et la Corée du Nord devait s'acclimater au style de jeu des adversaires occidentaux. Tout se déroule bien, la compétition débute et la Corée du Nord doit affronter le Brésil. Elle s'incline sur le score honorable de 2-1. C'est loin d'être un piètre résultat. Encouragés par les performances de leur équipe nationale, les autorités nord-coréennes avaient pris une décision historique. En effet, ils avaient décidé que le prochain match contre le Portugal allait être retransmis à la télévision locale. Ordinairement, aucun programme étranger, culturel ou sportif n'était diffusé sur les chaînes locales. Le sélectionneur Kim Jong-un et son équipe allaient être regardés par tout le pays. Mais le gouvernement a vite fait de regretter sa décision. La Corée du Nord s'est inclinée face au Portugal sur le score de 7-0 et la retransmission avait été interrompue dès le 4e but. Kim Jong-un était désemparé et sa situation n'allait pas s'améliorer au 3e match puisque la Corée du Nord avait perdu 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Éliminés, les joueurs et le sélectionneur doivent rentrer dans leur pays. Et d'après la radio Free Asia, l'accueil qu'on leur fit était terrible. Coupable d'avoir trahi la confiance de Kim Jong-il en humiliant mondialement la Corée du Nord, le sélectionneur de Kim Jong-un a été condamné aux travaux forcés dans une mine. D'après la même source, les joueurs avaient été convoqués au Palais de la Culture des Peuples pour être insultés par plusieurs centaines de personnes, dont des amateurs de sport, des journalistes et des dignitaires. Cette mise au banc avait fait tant de bruit que la FIFA avait ouvert une enquête. Bref, quand on est un sportif nord-coréen, mieux vaut ne pas connaître d'échecs retentissants sur la scène internationale. Les écarts de richesse sont très marqués en Corée du Nord. Selon des renseignements qui proviennent de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, il existerait environ 240 000 personnes qui possèdent plus de 50 000 $. C'est la classe privilégiée, celle qui peut vivre dans l'aisance. Et elle ne représente qu'une infime partie de la population. Dzon Kemu, ancien manager d'un hôtel à Pyongyang, ne faisait pas partie de cette catégorie sociale au début des années 2000. Un jour, il reçut un pourboire de 300 $ de la part d'un Japonais à qui il avait rendu un service. Il eut alors l'idée d'importer différents produits étrangers qu'il revendrait localement dans son hôtel grâce à cette somme. De cette manière, il fit de bonnes affaires. Quelque temps après, il réussit à gagner des sommes d'argent non négligeables en dollars et son établissement hôtelier devint très prospère. Plus tard, son commerce alla si bien qu'il amassa plus de 100 000 $. Mais en Corée du Nord, on n'acquiert pas d'aussi grosses sommes en un temps aussi court sans être inquiété par les autorités. Dzon Kenmu a déclaré bien plus tard à une radio sud-coréenne « De grosses sommes de devises étrangères aux mains de personnes privées constituent une menace pour les autorités, particulièrement lorsque l'argent n'est pas partagé comme le voudrait l'État. » Bientôt, il fut recherché. Et pour éviter une condamnation à mort, il décida de fuir en Corée du Sud en laissant derrière lui un faux certificat de décès. La simulation de son décès était d'après lui la seule issue qui pouvait le sauver. Aujourd'hui, même sa famille pense qu'il est décédé dans un accident de voiture en 2003. Bien entendu, dans son nouveau pays, il a changé de nom et il refuse catégoriquement d'être pris en photo, de peur que les images ne parviennent à ses bourreaux. Mais Dzon Kenmu se venge bien du régime qui l'a persécuté, puisque dans la radio sud-coréenne où il travaille, il diffuse des messages pirates anticommunistes à l'adresse des Nord-Coréens. Bref, une des choses à ne pas faire en Corée du Nord, c'est de trop s'enrichir dans la revente de produits importés. Cette année, il y a plusieurs mois, en Corée du Nord, une annonce répressive émise par le gouvernement a fait beaucoup de bruit. Cette mesure aurait prêté à rire si elle ne portait pas atteinte aux libertés vestimentaires des jeunes femmes nord-coréennes. Vous le savez peut-être, mais le code vestimentaire des femmes en Corée du Nord est strictement régi par le gouvernement. Les femmes doivent porter des jupes sous peine de sanctions et de réprimandes. Si les jeunes femmes se laissent influencer par la culture étrangère et décident par goût d'adopter un style vestimentaire occidental, elles deviennent en quelque sorte les ennemies de la nation et sont accusées de mettre en péril l'identité culturelle de la Corée du Nord. Parmi les vêtements et les accessoires faisant référence au mode de vie capitaliste que le gouvernement combat et interdit, il y a surtout les jeans moulants. Considérés comme obscènes par les autorités, les jeans moulants symbolisent l'impérialisme américain et le système capitaliste. Par conséquent, les autorités, sous prétexte de sauvegarder l'ordre social, interdisent le port de jeans moulants. Il est aussi défendu à la population nord-coréenne de porter des vêtements de marque, de se teindre les cheveux et même d'avoir une coupe de cheveux fantaisiste.
À ce propos d'ailleurs, les autorités sont particulièrement intransigeantes. En effet, il existe une liste restreinte de coupes de cheveux réglementaires et le citoyen nord-coréen doit s'y conformer. Cette lutte contre les manifestations culturelles étrangères a bien sûr pour but de maintenir le peuple dans la servitude idéologique, et surtout les classes inférieures. Car il faut savoir que la prohibition vestimentaire ne s'applique pas tout à fait aux femmes issues des familles puissantes. En effet, ces familles représentent pour le régime un appui politique précieux. Par conséquent, les filles d'oligarques sont libres de se vêtir à leur goût. Les femmes de modestes conditions ne jouissent pas de ce privilège particulier. Elles doivent porter des jupes et les pantalons ne sont autorisés que sur les lieux de travail, comme uniforme professionnel. Pour veiller au respect de la loi en matière vestimentaire, le régime a mis en place un comité composé de jeunes gens farouchement socialistes et appelé Ligue de la jeunesse patriotique et socialiste. L'une des missions de cette brigade officielle est de surveiller la tenue vestimentaire des Nord-Coréens et d'éliminer les menaces d'intrusion des modes étrangères. Ainsi se termine notre vidéo sur les choses que vous ne devriez pas faire en Corée du Nord. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous faire part de vos impressions dans la section des commentaires. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.